Camerounais sont les premiers ennemis du Cameroun. Un soir, quelque temps avant l'élection. De 1992. Oui. La BBC appelle Ameni pour une interview. Ameni donne son accord. Et les gars disent, on vous rappelle dans 5 minutes, dans 15 minutes. Juste à ce moment, je viens au siège, puisque j'étais à Chinga, j'étais à 300 mètres du siège. J'arrive au siège. Amen, il me dit, ah Sam, il y a la BBC qui va appeler tout à l'heure. Va écouter. Hein? Moi, bon, je vais parler, mais va écouter avec un autre camarade là. Ce qu'ils vont dire au possible enregistrer pour qu'on puisse... faire le débriefing après. Ouais. Je m'en vais avec le camarade. Moins de 5 minutes après, la police débarque. Au siège. Oui. Et embarque tous ceux qui étaient là. Ami bien le compris. Oui. Ça veut dire que son téléphone était sur écoute. Probablement. On amène nos camarades à un truc qu'on appelait Americanos. C'était quoi ça? C'était les locaux de l'ancienne, l'université c'était la direction de l'enseignement supérieur à l'époque de d'Aïou, pendant les années 60. Les années 60, oui, fin des années 60. Et donc, c'était transformé en poste retranché des services spéciaux. Le GSO, Groupement Spécial des Opérations, qui était le bras armé pour réprimer la subversion et tout et tout. Donc, on les amène là-bas. Et là où je dis que je l'ai échappé, c'est que 2 jours après leur arrestation et leur détention là-bas, j'étais comme ça à table, je reçois un choc comme ça, côté droit, je suis paralysé. Pas moyen de bouger le bras. Ma femme, c'est arrivé brutalement, hein. Ma femme m'a regardé, j'ai dit, mais j'étais en train de manger. J'ai dit, mais je ne peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Elle me nourrit comme un enfant. Bon, bref. J'ai une amie qui était médecin, je m'en vais, donc le lendemain, elle vient me voir et elle me fait des piqûres anti-inflammatoires. Comme je souffre de l'estomac, c'est aller déclencher des trucs terribles. Ça dit vraiment terrible. Et ça tombait à un moment où cette semaine-là, je devais voyager pour le Caire, le siège de notre union des journalistes africains. Ma femme m'a dit, j'ai dit non, il faut que je parte, parce que là-bas, pour les examens médicaux, je peux me faire soigner là-bas. Je suis quand même parti au Caire, et là, on m'a soigné. Bon, c'était un truc comme ça, bizarre, je sais pas, on n'a pas su exactement de quoi il s'agissait. Donc, si on m'avait amené à Americanos et que ce truc-là, arrivé là-bas, j'ai crevé. Je crevais. Parlons maintenant de la tripartite qui a eu lieu. La tripartite, oui, avait le 30 octobre, avait ouvert ses portes le 30 octobre 1991. C'était avant l'élection. C'était avant les élections. Oui. Alors, cette tripartite venait, selon la présidente de la République, à remplacer la conférence nationale dite souveraine, qui était sans objet pour M. Biya. Ouais. Alors on a organisé une conférence tripartite. Tu estimes que l'opposition y avait été piégée? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ben, le pouvoir a dit qu'il veut dialoguer, parce que c'était en pleine ville morte. Effectivement. En pleine ville morte. Et le pouvoir voulait absolument qu'on lève les villes mortes. Et l'opposition a dit non. Tant que vous ne faites pas, vous n'entamez pas le dialogue, on ne lève pas les villes mortes. Donc, on organise la tripartite. Frundi est venu
quand on a fait la réunion, il a vu l'atmosphère, l'ambiance, il est reparti. Quand on fait la réunion de machin, le discours d'ouverture du Premier ministre et tout, et on s'arrête donc pour la pause déjeuner et tout. Les responsables de là, tous. On se retrouve au siège de l'UFDC, puisque c'est... C'est juste à côté, oui, du palais de Congrès. Oui. Bon. Alors, l'opposition avait posé ses conditions. Hein, voilà, dialogue, il faut que la parole et tout ceci et tout cela. Et qu'on diffuse ça à la télévision, et qu'on monte à la télévision. Ils ont dit oui, oui, oui. Pendant la pause, bon, moi je n'assistais pas à la tripartite, parce que j'avais des choses à faire, j'avais beaucoup de choses à faire. Je leur dis, faites attention, ne vous faites pas piéger. Insistez pour que ces débats passent en direct à la télévision. Ça, c'est un point à ne pas négocier. Passer à la télévision, c'est non négociable. Oui, oui, ils ont promis. J'ai dit, mais rassurez-vous, assurez-vous que ça passe. Exigez qu'on installe un moniteur dans la salle et que vous voyez sur l'écran comment ça passe. Oui, 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 oui. Ils n'en ont rien fait. Donc, j'ai insisté sur ce point-là. Ils n'en ont rien fait. Non, non, on va diffuser la cassette. On a enregistré tout, on va diffuser. Bon. Alors, au moment où on voulait il paraît que effectivement le Premier ministre avait bien insisté pour qu'on diffuse. Sadou Ayatou, nommé le 24 avril 1991. Je me souviens, Sadou Ayatou. Je suis allé boire un coup chez lui après sa nomination d'ailleurs, voilà. Le 28 avril 1991. Beaucoup lui ont reproché de n'avoir pas transformé cette histoire en conférence nationale, puisqu'il avait... oui, voilà, beaucoup le lui ont reproché. Ça doit être effectivement. Voilà, beaucoup le lui ont reproché. Donc il a donné sa parole que ça va être diffusé et tout et tout. Sauf qu'au moment où les gars allaient diffuser ça à l'antenne, tac, l'ordre vient qu'on ne diffuse pas. Par contre, le ministre, dans son ordre, dit non, de toute façon, il y a une bonne nouvelle. L'opposition a accepté la levée des villes mortes. Le ministre, le Premier ministre? Non, non, le ministre de Akoncho. Ah, Augustin Koncho, oui. L'opposition a accepté la levée des villes mortes. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que l'opposition avait accepté? C'était pas vrai. Puisque pourquoi on n'a pas diffusé l'émission? Parce que là-dedans, le gouvernement a accepté d'organiser un débat sur le mode et que, en contrepartie, l'opposition levait les villes mortes. Bon, mais le fait de venir dire que non, vraiment, on remercie le président, remercie l'opposition qui a accepté de lever les villes mortes. La communication. Sans dire que parallèlement, le gouvernement a accepté le dialogue et tout. A fait donc passer les gens de la tripartite, des opposants, pour des traîtres. C'était, on parlait de traîtres qu'ils ont trahis en allant, puisque Froundi s'était retiré, donc lui, il n'a pas été incriminé dans cette affaire, mais les autres ont dit non, c'est des vendus. Les Damdjouya, même les Amani Bieleux, tout ça, c'est vendu. Tout sauf Froundi. Alors, là, Samuel, cela pose la question de la qualité des hommes politiques camerounais. Je ne veux pas dire que de l'opposition, en général. Mais tout à fait. Car ils n'écoutent pas un monsieur qui fait partie de la communication, dont c'est le métier, et ils font ce qu'ils veulent alors qu'ils ne sont pas... Non, c'est pas négligence, souvent. Ben, ça pose... Non, de toute façon, oui, bon. Est-ce que certains comprennent même l'importance de dire que voilà... De la communication. Oui. Non, c'est-à-dire que de dire qu'il faut absolument qu'il y ait un moniteur, qu'on suive. Est-ce que certains même comprennent? Et ce sont ces gens-là qui veulent diriger le peuple camerounais. Voilà. Oh, pitié. Voilà. Est-ce que ceux d'aujourd'hui, à ton avis, comprennent ce genre de choses? Mais, il y a une chose terrible au Cameroun. Une chose terrible. On est dans un pays où n'importe qui peut s'improviser, spécialiste de ci, machin, de ça.
des docteurs, Ouais. des professeurs, Tous ont des titres. des géostratèges, des géopolitistes, des normes, machin, des politos, bref, tout. Moi, je rigole parfois quand j'entends des discours, je dis, mais est-ce que ces gens-là, est-ce que vraiment ils sont, je sais pas, même pas l'intelligence d'être modeste. Parce que quand il vient en spécialiste, c'est-à-dire des gens qui ont la science infuse dans ce qu'ils sont en train de développer comme machin. À titre d'exemple, j'ai écouté un jour un gars, il parlait de l'UPC, des événements des années 50 et tout et tout. Et je suivais ça avec beaucoup d'intérêt parce que pour une fois, il y avait un gars qui donnait l'impression de maîtriser son sujet. Il parle, il dit des choses, machin, et on est en 57. Un moment dit, oui, il sait plus ce qu'il a, machin, dit, De Gaulle a demandé à Debré, Premier ministre, de prendre des mesures contre le Cameroun, faire quelque chose comme ça là. J'ai dit, 57. Les mesures avaient été prises longtemps en amont. Non, même pas 57. De Gaulle n'est pas au pouvoir en 57. En plus. De Gaulle est arrivé en 58. De Gaulle revient au pouvoir en septembre 58. En 57, De Gaulle n'est pas au pouvoir. Debré ne peut pas être Premier ministre de Gaulle. C'était Coty, c'était qui avant lui? Avant lui, c'était Coty. C'était René Coty. Ouais. Oui, René Coty qui était là jusqu'en 58, effectivement. Voilà. Donc, mais je dis, mais c'est là que j'ai dit non, vraiment, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant parce que il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses comme ça là, les gens viennent. Et c'est là que notre pays a de très 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 gros problèmes. Oui. Parce que les gens viennent parler en spécialiste, en connaisseur, c'est-à-dire en machin, etc. Et ça met des idées dans la tête des gens. Et les gens commencent à dire, wow, voilà. Okay. Voilà. On va revenir sur l'opposition qui s'est donc fait piéger et mise en déroute en 1991. Vraiment, c'est pas que je veuille parler de la politique d'aujourd'hui. Est-ce que les hommes politiques d'aujourd'hui, qui ont pour beaucoup vécu cette période de 1990, 91, 92, certains sont encore candidats, à l'instar d'Adamou Damdjouya qui est toujours là, éternel. Bon. Est-ce que pour vous, ils ont compris ce qu'il faut faire en politique et surtout ce qu'il ne faut pas faire pour ceux d'aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'ils font vraiment de la politique? Est-ce qu'ils font vraiment de la politique? C'est pour ça que je dis on est un pays où n'importe qui... Déjà, et c'est là où je ne comprends pas, c'est-à-dire un peu ce que tu appelles des hommes politiques. Comment peut-on penser un seul instant que dans un pays qui a 400 partis politiques, on peut avancer? 400 partis politiques. Pour beaucoup, c'est un objet de fierté. Ça veut dire que le Cameroun est le pays le plus démocratique et tout. Sans se rendre compte que c'est le summum de la bêtise. Plus de 400 partis politiques. Et c'est les gens qui s'agitent, machin. On a vu le cas. Alors, c'est-à-dire le summum de la bêtise. Je dis même, je ne sais pas comment je peux qualifier ça. C'est que vient de se sortir M. Momo, P2, ou je ne sais pas quoi là. Ouais. Résume ça pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Celui qui dit que, bon, il a toujours, jusqu'à présent, été opposant à Biya. Et puis ces jours-ci, apparemment, il dit que oui, il y a eu un complot pour assassiner Biya, et lui, il dénonce, et il vote Biya, parce que, bon, enfin, il tient un discours tellement abscon que moi, bon, ça ne m'intéresse même pas. J'ai lu ça parce que, bon, je suis journaliste quand même, il faut que je puisse, ouais, mais avec des choses comme ça, là, vous voulez parler, et on est fiers, d'avoir des hommes soi-disant politiques de cette nature. En 92, revenons en 92, comment il s'appelle, le président de la Cour suprême, Alexis Dipandamouele.
Rappelle-toi le discours de Djipandamouele qu'on a voulu passer en disant que voilà, c'est ça. Rappelle-toi lorsqu'il proclame les résultats. Oui, c'est vraiment, je lis ce qu'on m'a demandé de lire, en grosso modo, quoi. Moi, je lis ce qu'on m'a dit de lire. Voilà. Il n'aurait jamais dû être là d'ailleurs. Non, mais... C'est ton papa, Diodian Gabriel, qui aurait dû occuper ce poste-là. Voilà. Hein, ça ne veut pas donc, dire... Donc, machin, etc. Et il ajoute ceci. S'il y avait un seul élément me permettant d'annuler les élections, je l'aurais fait. Pourquoi il dit ça? Pourquoi? S'il y avait eu, à ce moment-là, l'opposition, la plainte d'un seul parti contre les résultats. Tu veux dire que Frondi n'avait rien déposé? Est-ce qu'il... Il avait retiré sa requête. Oui, il avait retiré sa requête, oui, je me souviens. Voilà. Pourquoi? Pourquoi, selon toi? Mais je ne sais pas. Je cherche à comprendre l'explication. Parce que quand Djipandamouele dit ça, j'ai posé la question à un de nos camarades du SDF. Pourquoi est-ce que vous retirez votre requête en annulation? Oui, parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'on est des mauvais perdants, pardon. Donc, il y a l'UNDP qui a déjà déposé... Cette partie... Puisque Bello Bouba avait récupéré l'UNDP. L'UNDP, oui. Voilà, donc, le gars me dit, oui, non, l'UNDP a déjà déposé une requête. Pourquoi machin, il ne faut pas que nous on donne l'impression que machin, etc. Moi, je dis très bien. Moi, je dis, à ce moment naïvement, je dis, oh bon, ok, c'est une explication valable. Sauf que, avant le truc, l'UNDP retire. Ouais. Marguerite Bello-Bouba fait comme d'habitude, quoi. Il écoute un peu trop Jacques Dutronc, je crois. Hein. Il retire aussi sa requête. Ouais. Et là, il n'y a plus rien. Djipandamouele n'a plus rien voilà, en main pour se poser. Ce qu'il voulait dire, c'est que si une des deux requêtes était restée, j'aurais annulé les élections. Est-ce qu'il aurait vraiment fait, M. Djipandamouele? Bon. C'est-à-dire qu'il l'a dit, tout plaît dans sa faveur. Bah oui, tout plaide malheureusement. Tout plaide dans sa faveur. Mais oui. Puisqu'il n'a pas pu le faire. Puisque le fait même de dire que je lis ce qu'on me dit de machin, s'il y avait eu... C'était courageux de sa part. C'était extrêmement courageux de sa part. Bon. Donc, voilà la situation. Voilà ce qu'on a vécu. Et... Chers téléspectateurs, vous comprenez bien ma question. Hein? Cela pose la question... Est-ce que ces hommes politiques camerounais ont qualité à être hommes politiques? C'est une insulte aux vrais hommes politiques de dire que ce sont des hommes politiques. Donc, tu veux dire, si tu résumes, hein, si je me trompe, tu me dis, les hommes politiques camerounais d'aujourd'hui font insulte aux vrais hommes politiques, c'est ça? Il y a quelques... Non, il y a, comme dans toute règle, il y a quand même des exceptions. Parce qu'il y en a quand même qui, peu ou prou, se battent pour que les choses changent vraiment. Mais je parle de ces apprentis sorciers qui viennent, qui font des choses... Il y a un peu trop de sorcellerie au Cameroun en ce moment. Comme on doit trouver que la candidature de M. Biya relève de la sorcellerie. Bon. Quand maintenant tu as les apprentis sorciers de l'opposition, tous sont donc sorciers. Non, c'est vrai. C'est vrai. Il y a eu des choses, parce que moi je dis toujours, et une des choses qui m'interpelle, c'est que le Cameroun, avec tout ce qu'on a comme intellectuel, tout machin, il y a des choses qui se passent, des choses qui sont potentiellement explosives, dangereuses. Et personne ne se pose des questions. Personne ne se dit, mais il s'agit exactement de quoi? Parce que quand on voit la situation, hein, je dis simplement que je dis ça parce qu'il y a eu des situations qu'on a vécues et pour moi, à un moment donné, Foshive a pratiquement sauvé le Cameroun et surtout le pays Bamoun. Parce que le jour où on décide que l'opposition doit marcher sur le palais d'Etoudi,
Tu te rappelles ça? On avait décidé qu'on allait marcher sur le palais d'Etoudi. La réunion des responsables, je n'étais pas là parce qu'une fois de plus, j'étais pris dans les problèmes avec des travaux que j'ai, tout ce que j'avais à faire. Où la réunion se tient chez Amangaga. Gaga Amangaji. Où la réunion se tient chez lui. Et donc, c'est après ces réunions que les gens devaient marcher sur Etoudi, qui n'était pas très loin. Et sur ce machin, c'était pas très loin. L'information revient à certains d'entre nous que le pouvoir a donné l'ordre qu'il y a un périmètre. S'il s'est franchi par l'opposition qu'on tire. Et j'ai appris que c'était vraiment décidé. Je dis que Fauché va sauver la situation. Pourquoi? Parce qu'effectivement, semble-t-il, je dis toujours parfois, parce que ce n'est pas la certitude, mais je dis que c'est des informations crédibles, dignes de foi que nous avons eues. Fauchivé a donc appris ça. Et il a bloqué tout le groupe chez Gaga Amahaji pour que personne ne sorte. Il a fait encercler. Il a fait encercler la maison pour que personne ne sorte. Ma conviction, ce n'est pas je n'affirme pas machin, mais ma conviction est que ce jour-là, parce que les Bamoun avaient dit à Fauchivé, s'il arrive quelque chose à Ndamioya, non seulement on va te régler ton compte, même le sultanat Bamoun va dire, on va brûler machin. Apparemment, Fauchivé a pris peur et il s'est dit, comme il ne peut pas annuler, comme il peut machin, etc., en encerclant, en empêchant, je crois qu'il a sauvé son village. Il a évité un drame terrible. Dans son village déjà. Déjà, oui, c'était l'intention de protéger d'abord son village, mais je crois qu'il a protégé tout le Cameroun ce jour-là. Connaissant Fauchivé, je pense que c'est la menace dans son village qui l'a fait protéger. Oui, non, absolument. Mais je dis, ce faisant, il a sauvé. Hein? Ah, c'est vrai. Parce qu'on avait dit que le pouvoir était déterminé. Imagine un peu le machin, on tire là, on tue. Fondé, c'est sûr que guerre civile. Hein? Ah oui. Donc c'est des choses, tu vois, c'est des choses comme ça. Bon, j'ai pris sur moi, j'aime pas beaucoup parler de ces histoires, mais j'ai dit qu'il est peut-être temps, avec ce qui a failli m'arriver dernièrement. Le lord show, là, il faut enlever le lord show, non, il faut parler maintenant. Non, je me suis dit, avec ce qui a failli m'arriver dernièrement, il faut peut-être que mon petit témoignage, c'est pas petit, que je l'apporte avant que, parce que bon, jusqu'à présent, moi j'ai été toujours un homme de l'ombre, même maintenant, je suis un homme de l'ombre, je ne me... oui, je suis d'accord avec toi. En lisant ton CV, je me suis dit, mais cet homme ne m'a jamais rien dit. Ça fait quand même plus de 10 ans qu'on se côtoie. Mais... Voilà. Quand tu as présenté mon ouvrage et tout, j'ai oublié il faut que je précise que les combattants africains des tirailleurs sénégalais au secours de la France, c'est un livre qui m'a pris 4 ans. Oui. Et c'est un livre qui a obtenu le label centenaire, c'est-à-dire que des autorités françaises, civiles et militaires. Et ça fait de ce livre un ouvrage de référence. Ça fait de ce livre un ouvrage de référence. Et il a reçu le prix Robert Cornevin 2014 de l'Académie des sciences d'outre-mer. Ça aussi, ça fait ma fierté. Et je me dis, il est temps peut-être que... Parce que malheureusement ici, ça n'a pas connu le succès que ça aurait pu, parce que je n'ai personne pour me prendre par la main, pour m'amener sur des plateaux de télévision, parce que comme ça se passe ici. Et comme il y a des choses que je n'accepte pas, des compromissions et tout. Le vrai problème, c'est que tu es noir en France. Hein? Oui. Tu as vu, mon livre vient de sortir. Voilà. J'ai fait quelques plateaux de télé, mais c'est pas sur France 2 que tu me verrais. Voilà. Pourtant, mon éditeur n'est pas n'importe qui, mais c'est pas sur France 2 ou sur BFM tu me verrais. Voilà. Bon, donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que... Bon, il y a des choses, comme je t'ai dit, si Dieu me donne la force, je prépare d'autres
d'autres choses basées sur la lecture que moi je fais des événements, notamment des événements qui sont passés dans notre pays. Donc voilà. Ben, tu promets de revenir sur JMTV Plus quand tu le souhaites. Tu sais, tu es à la maison, tu m'appelles, parce qu'il faut que tout ce que tu écris, les Africains n'ont pas tous accès aux livres, mais aujourd'hui ils ont tous accès au smartphone et mes émissions sont redistribuées. Ça peut être une façon de laisser quelque chose pour ces Africains-là? Oui, Jackie, à ce sujet, oui, je te remercie parce que bon, j'ai un manuscrit sur lequel j'ai travaillé pendant 17 ans et qui a pour titre le Cameroun allemand. Le Cameroun allemand, 12 juillet 1884, 18 février 1916. Oui. Naissance d'un pays. Pourquoi ces deux dates-là? Parce que l'accord, le traité de protectorat avec les commerçants allemands a été signé le 14 juillet 1884. Et le 18 février 1916, c'est le jour où les soldats allemands quittent le Cameroun. À l'exception d'un seul, qui est en train de se battre à Mora, qui tient tête aux armées françaises et anglaises. Et le seul qui n'a pas perdu la guerre. Parce que il a fallu qu'on lui envoie un message de Guinée équatoriale, hein, parce que les autorités françaises et anglaises ont saisi la Guinée équatoriale pour leur dire, bon, il y a un officier allemand qui se bat encore ici à Mora, on n'arrive pas à le déloger, mais dites-lui que tous ses frères sont déjà partis et tout. Et c'est là que le gars décide de se rendre. Et il reçoit les honneurs militaires. Il reçoit les honneurs militaires des Français et des Anglais. D'accord. Ce livre, ça fait 17 ans, je n'arrive pas à le publier parce que je voulais l'illustrer avec, c'était un gros pavé, hein, 400 pages en format A4. Et donc à peu près 1200 pages, à peu près 1200 pages en format livre. J'aimerais trouver des appuis financiers, des sponsors sur ça. Parce que je voulais l'illustrer abondamment avec des images de l'époque. Et abondamment. J'ai déjà eu quelques images, je me bats pour trouver des gens qui peuvent m'aider parce que les droits iconographiques sont extrêmement élevés. Donc voilà. Il y a d'autres sujets que nous allons évoquer. J'ai l'intention de t'inviter de temps en temps pour livrer une partie de l'histoire, car pour nous aujourd'hui, tu es un expert. Tu as bossé là-dessus. Pendant que je travaillais sur le capitaine Charles Ntchoréré, tu travaillais sur ces livres-là. Oui, sur la création de l'Empire français d'Afrique. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus. Oui. Tu m'as contacté pour tu voulais les images de Ntchoréré. Bon, donc il est important que tu reviennes souvent nous livrer des pans de l'histoire qui ont resté dans les mémoires des Africains. Si des gens comme toi n'existaient pas, qui ferait quoi? Je ne connais pas un autre historien qui a fait ce genre de boulot en ce moment au Cameroun. Je ne connais pas. Je ne sais pas, moi, je ne connais pas. Ça doit exister. Oui. Faites-vous connaître. Nous sommes là. Oui. Voilà. Mais il y a Daniel Abois qui, bon, il y a un historien qui parle de certaines choses, bon, etc. Et je disais donc des événements qui se produisent sans que les gens cherchent à comprendre ce qui se passe et tout. Il y a notamment, et j'anticipe un peu sur peut-être ce que j'essaie de retrouver parce que c'est pas facile, des archives de l'époque, la rupture que m'a joué Ahidjo en 58. Jusqu'à ce que Kemajou Daniel s'oppose frontalement à la demande de plein pouvoir à Ahidjo. Ça s'est terminé un drame qui avait bien commencé et qui se termine de façon un peu dramatique. Donc voilà, c'est un peu dans ce sens, je recherche fait des travaux dans ce sens-là, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur notre histoire. C'est bien de dire, de nous approprier notre histoire, mais il faut que ça soit fait avec honnêteté, objectivité, pas les invectives auxquelles on assiste tout le temps. Chers téléspectateurs du Bœuf Politique sur JMTV+, merci de nous avoir suivis. On se retrouve sur ce même plateau la semaine prochaine avec un autre invité qui nous enrichira sans doute, comme toujours. D'ici là, malgré la situation difficile, gardez quand même la banane. À très bientôt. Au revoir Samuel.
Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.